Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal Le Sommaire. Organisation des Nations Unies, 4 candidats en liste pour succéder à Antonio Guterres. En Espagne, le pape Léon XIV bénit la tour de la Sagrada Familia avant de rejoindre les Canaries. Et puis aux États-Unis, Donald Trump évoque un accord ce week-end et écarte l'option de frappe. Oui, apprenti chauffeur, c'est ça qui est. Oui, c'est ça, lui. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, comme je l'annonçais en titre, 4 personnalités sont candidats à la succession de Antonio Guterres à la tête de l'Organisation des Nations Unies, dont l'ancien président sénégalais Macky Sall. Cette course à la direction de l'organisation intervient en 2026 alors que l'ONU est confrontée à de multiples défis, notamment des conflits armés, une instabilité mondiale croissante et une importante crise budgétaire. Les candidats tenteront de convaincre les États membres de leur capacité à diriger l'organisation dans un contexte international particulièrement tendu. Suivons ensemble un extrait de vidéo. 4 candidats sont en lice pour succéder à Antonio Guterres à la tête des Nations Unies, qui font face à une instabilité mondiale sans précédent et à leur propre crise budgétaire. La Chilienne Michelle Bachelet, l'Argentin Rafael Grossi, la Costaricaine Rebecca Greenspan et le Sénégalais Macky Sall ont chacun été soumis à une séance de questions-réponses. Si quelqu'un oppose son veto à ma candidature parce que je crois en la démocratie, parce que je crois au multilatéralisme, aux droits des femmes et aux droits de l'homme, eh bien j'en serai honoré. Ce n'est que la 2e fois que l'Organisation des Nations Unies organise une séance publique de questions-réponses, un format créé en 2016 pour renforcer la transparence. J'ai travaillé au sein de l'ONU, parfois malgré l'ONU, pendant 30 ans. Je sais tout de cette organisation. Je ne veux pas paraître arrogante, mais j'ai été ambassadrice ici à Genève, à New York, j'ai été présidente de l'Assemblée générale, j'ai été ministre des Affaires étrangères à 2 reprises, et j'ai été ministre de la Défense. Alors croyez-moi, je comprends l'ONU. Je ne suis pas prisonnière de l'ONU. Je respecte énormément le personnel de l'organisation, mais je suis capable d'opérer les transformations dont l'organisation a besoin.
L'un des 4 candidats en lice prendra la tête de l'ONU lorsqu'Antonio Guterres quittera ses fonctions le 31 décembre 2026. Je ne suis pas une volontariste, je suis une stratège et je pense que la crise financière est liée à la crise politique que nous traversons. Il faut donc s'attaquer aux deux, mais la première chose à faire est de connaître les chiffres. J'étais au ministère des Finances de mon pays lorsque nous avons négocié la dette. Je connais les chiffres, je connais les budgets et je sais que je peux sortir l'ONU de la crise financière. Ce sont finalement les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU qui détiennent le pouvoir, exerçant leur droit de veto sur le choix de la personne qui deviendra secrétaire général. Autre information à présent, le gouvernement fédéral de l'Éthiopie a accusé le Front populaire de libération du Tigré de préparer une offensive contre la capitale Addis Abeba dans les prochains jours. Selon les autorités éthiopiennes, cette opération bénéficierait d'un soutien de l'Érythrée, présenté comme un allié historique du mouvement. Ces accusations interviennent dans un contexte de tensions persistantes dans le nord du pays, faisant craindre une nouvelle détérioration de la situation sécuritaire dans la région. Suivons à présent. La tension monte en Éthiopie. Les autorités fédérales accusent le Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, de préparer une offensive imminente contre le gouvernement central, avec le soutien de l'Érythrée, dont les relations avec Addis Abeba sont depuis longtemps exécrables. C'est dans un éditorial publié jeudi par Al Jazeera que 2 hauts responsables éthiopiens, Getachew Reda, ministre des Affaires est-africaines, et Redouane Hussein, directeur des renseignements, ont tiré la sonnette d'alarme. Ils affirment que des réunions secrètes se tiennent entre des responsables érythréens et des membres du TPLF à Asmara, Mekele ou encore au Soudan. Pourtant, les armes s'étaient tues pendant près de 3 ans après la signature de l'accord de paix de Pretoria. Mais depuis l'année dernière, les premiers affrontements directs ont de nouveau opposé les forces tigréennes à l'armée fédérale. De leur côté, les autorités dissidentes du Tigré dénoncent la radiation du TPLF de la liste des partis politiques reconnus. Fin avril, le mouvement est passé à l'acte en rétablissant un parlement local jugé illégitime par Addis Abeba. La France a réuni ce vendredi 12 juin 2026 à Paris des représentants israéliens, palestiniens ainsi que des responsables de plusieurs dizaines de pays pour défendre la solution des 2 États. Cette rencontre diplomatique vise à maintenir une perspective politique pour le règlement du conflit israélo-palestinien dans un contexte marqué par une escalade des tensions au Moyen-Orient. Les participants, autant pour moi, échangent sur les moyens de relancer le dialogue et de promouvoir une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Suivons ensemble. Et la diplomatie française estime que c'est une nécessité. La question palestinienne qui était brutalement revenue avec les attentats du 7 octobre est repassée sous les radars depuis le cessez-le-feu à Gaza en octobre dernier. Les yeux du monde sont rivés sur l'Iran et le Liban et la France estime que seule la résolution du conflit israélo-palestinien mènera à une stabilisation durable du Proche-Orient. C'est vrai qu'actuellement, à Gaza, la situation est figée dans une forme de désastre à bas bruit. Il y a déjà eu plus de 1000 morts depuis le cessez-le-feu. Le plan de Donald Trump n'est jamais passé à la 2e phase. Le Hamas n'a pas désarmé. L'armée israélienne repousse sans cesse sa ligne jaune. Le gouvernement israélien lui demande d'occuper 70% de l'enclave. Les conditions de vie sont désastreuses. L'aide humanitaire entre moins qu'avant la guerre. Or, les besoins sont plus importants. Les conditions sanitaires sont terrifiantes et donc les violences y persistent. Quant à la Cisjordanie, eh bien là, la situation se dégrade à une vitesse spectaculaire. Hier, l'ONU a fait savoir que la violence avait explosé à un niveau record avec en moyenne 6 attaques par jour menées par les colons.
le plus souvent sous la protection de l'armée. Vous l'avez dit, le gouvernement israélien est farouchement opposé à toute idée de création d'un État palestinien et fait tout pour la rendre impossible avec sans arrêt de nouvelles colonies, la légalisation d'implantations qui étaient pourtant jugées illégales au regard même du droit israélien. Il y a ce fameux projet de colonie E1 qui a été validé, qui est considéré comme une menace existentielle pour la solution à deux États par le Quai d'Orsay. Il y a de moins en moins de gens, aussi bien en Israël qu'en Palestine, qui croient à cette solution à deux États, mais même si ce camp de la paix est réduit à une portion congrue, il reste des militants, des acteurs israéliens et palestiniens qui continuent à défendre une solution politique au conflit, et ce sont eux qui sont invités cet après-midi à Paris. Donc que peut-on espérer d'une telle réunion alors ? D'abord, de permettre tout simplement que ces Palestiniens et ces Israéliens puissent se rencontrer, parce que sur place, c'est rendu extrêmement difficile du fait des restrictions de circulation imposées par l'armée. Pour Jean-Noël Barrot, il s'agit de construire un pont entre des Israéliens et des Palestiniens qui ne se voient pas, mais aussi un pont entre ces militants et les dirigeants, puisqu'il y aura de nombreux représentants de nombreux pays qui vont assister à la réunion, dont 15 ministres. Les États-Unis et Israël ont, eux, refusé d'assister au rassemblement. L'objectif, en fait, c'est de montrer qu'il y a des moyens de surmonter ces obstacles vers la solution en deux États, en partant de propositions concrètes émanant de ces acteurs de terrain. Ils vont se réunir en 5 groupes de travail consacrés à la sécurité, aux questions humanitaires, aux menaces d'annexion, aux questions de démocratie et de réforme, notamment de l'autorité palestinienne, et à l'intégration régionale. Et à l'issue de ces travaux, des propositions concrètes vont être transmises aux dirigeants. Il y aura un appel à l'action qui sera remis aux dirigeants, et tout ça sera transmis au G7 la semaine prochaine à Évian. En fait, le Quai d'Orsay espère faire ressurgir ce sujet sur la scène internationale. Jean-Noël Barrot l'a dit hier soir, la solution à deux États est la seule susceptible d'apporter la paix et la sécurité dans la région. Je vous remercie beaucoup, Anne, nous en avons. Et puis au Royaume-Uni, le ministre de la Défense, John Heller, a annoncé jeudi 11 juin 2026 sa démission pour protester contre les arbitrages budgétaire du gouvernement. Il a été suivi par le secrétaire d'État aux forces armées, Helkes, ainsi que de la députée Pamela Naz. Ces départs constituent un nouveau revers pour le Premier ministre Keir Starmer, déjà confronté à plusieurs difficultés politiques et à des contestations au sein de sa majorité. Suivons ensemble. Nouveau coup dur pour Keir Starmer. Son ministre de la Défense claque la porte du gouvernement britannique. Dans sa lettre de démission, John Healey reproche au Premier ministre le manque de moyens accordés au budget de l'armée. Vous avez été incapable d'engager les ressources dont la nation a besoin pour défendre le pays en cette époque de menaces croissantes. Dans un contexte d'instabilité internationale accentuée en Europe par la menace d'un désengagement des États-Unis, alliés traditionnels du Royaume-Uni, les militaires comme les industries britanniques de la défense ont pris conscience du manque de préparation du pays. Mais Londres peine à réduire la dette nationale alors même que la population n'a jamais été soumise à une telle pression fiscale. Keir Starmer a déclaré mercredi que le plan d'investissement dans la défense, attendu depuis l'année dernière, serait publié avant le 7 juillet et le sommet de l'OTAN. Ce nouveau départ, après celui du ministre de la Santé en mai, fragilise encore plus la position de Keir Starmer, dont le parti travailliste a essuyé une défaite cuisante lors des dernières législatives. Certains, au sein même de sa formation politique, comme le maire de Manchester, ambitionnent désormais officiellement de le remplacer. Le pape Léon XIV a béni mercredi soir la plus haute tour de la célèbre basilique Sagrada
Familia à Barcelone lors d'une cérémonie marquée par un spectaculaire son et lumière après une messe solennelle. Le souverain pontife a ensuite poursuivi sa visite en Espagne en atterrissant vendredi 12 juin 2026 à 9h sur l'île de Grande Canarie dans l'archipel des Canaries. Cette étape s'inscrit dans son déplacement pastoral dans le pays. Histoire. Et tout Barcelone qui lève les yeux vers le ciel. Ce mercredi, devant des milliers de fidèles, le pape Léon XIV a béni la plus haute tour de la Sagrada Familia, 100 ans jour pour jour après la mort de son créateur, Antoni Gaudí. Jugée à 172,5 mètres au-dessus du sol et surmontée d'une croix posée en février dernier, c'est désormais la plus haute église du monde. C'est une église, c'est la grande église de Gaudi qu'il avait imaginée très très tôt dans sa tête. Il savait aussi très tôt qu'il voulait construire une grande église haute et sur le plan de la technique architecturale très moderne. Presque un siècle et demi que la Sagrada Familia se construit dans le ciel de Barcelone. À terme, 18 tours, 3 façades et une forêt de flèches. Un projet fou né dans la tête de cet architecte de génie qui dédiera sa vie à son chef-d'œuvre. Obsessionnel, il dort sur le chantier, conçoit chaque détail, mais ne verra que le début des travaux. L'homme est écrasé par un tramway en 1926. Il ne s'agit pas d'une œuvre inachevée, mais d'un temple encore en construction. Le fait qu'il soit incomplet n'est pas un défaut. C'est une promesse que nous souhaitons honorer avec constance. Une nouvelle page d'histoire qui n'est pas la dernière. La façade principale et son escalier monumental restent à bâtir. Fin du projet prévu pour 2034 en théorie. Et puis, dernière actualité pour clôturer cette édition, le président américain Donald Trump a renoncé jeudi 11 juin 2026 à l'éventualité de frappe contre l'Iran qu'il avait évoquée plus tôt dans la journée. Depuis Washington, il a déclaré qu'un accord pourrait être signé ce week-end en Europe afin de désamorcer les tensions entre les deux pays. De son côté, Téhéran a démenti qu'un accord final soit déjà prêt, affirmant qu'aucune décision définitive n'a encore été prise. Cette divergence souligne la persistance des incertitudes autour des négociations en cours. Suivons à présent. Ce week-end. Suite aux discussions avec la République islamique d'Iran qui ont atteint le plus haut niveau de l'autorité iranienne, les points finaux ont été approuvés, tant dans leurs principes que dans leurs moindres détails, par toutes les parties concernées, notamment les États-Unis et Israël. Téhéran est pourtant loin de se montrer aussi définitif. Selon la version iranienne, le document serait presque finalisé, mais toujours suspendu à l'approbation des autorités. Dès que nous aurons conclu que le texte préserve les intérêts de la nation iranienne, nous l'annoncerons bien sûr en toute transparence. À l'heure où je m'adresse à vous, nous ne sommes pas encore parvenus à une conclusion définitive sur cette question. Au cours des 2 derniers mois, Donald Trump a annoncé pas moins de 38 fois qu'un accord était imminent. Mais de nombreux contentieux demeurent, comme la levée des sanctions contre le régime iranien ou la garantie voulue par les États-Unis que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire. Et voilà qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Esaü Télévision. Et par la même occasion, je nous souhaite un très bon début de week-end à tous et à chacun.